On ne peut pas penser si on n'est pas abrité, si on n'est pas protégé. Ah ouais, on peut pas penser si on n'habite pas quelque part. Pour habiter quelque part, il faut bien bâtir. Il faut une souche pour être en confiance. Je peux marquer ça, pour ça. être, Il faut une. une souche pour être en confiance et pour pouvoir penser. Pour toi, on habite d'abord. Bah ouais, si on sait pas ce que c'est habiter, on peut pas penser, et si on pense pas, on peut pas bâtir. L'animal, que fait-il de son nid? Il évolue pas, ça change pas. Non. En revanche, l'homme arrive à des merveilles aussi sublimes que... Non. Non, il est beau ce bâtiment. Il y a du carrelage bleu. Je vous ai déjà dit que ça me fait penser à la Méditerranée ici, donc c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que signifie cette construction au milieu de la cour? On a l'impression déjà qu'on peut voir un phare déjà. Et les c'est des Moi, je l'ai pas dit. Ce qu'on dirait le petit ballon de basket qui est au milieu, on dirait un phare, une lumière, Au sol, ça te fait penser à quoi alors? les vagues, la plage. Et par conséquent, c'est bien en relation avec l'impression que j'ai, non? Oui, avec le bâtiment, parce que le carrelage est bleu, donc ce qui nous permet de voir. Est-ce qu'il est seulement bleu? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se manifeste dans la construction là? Il est bleu, mais en outre? Moche. Non, là vous êtes vache. Non, vous êtes vache. On dirait une piscine, mais il y a une légère impression aussi de vague. Pourquoi? Parce que ça n'est pas plan. Ça fait des reliefs. Hein, il y a du relief, effectivement, dans la façade. Ouais, petit, oui, il y a des reliefs. Bâtir, habiter, penser. Ouais. L'urbanisme, c'est la rue, c'est les digues, les devantures, les enseignes. Et au fond, alors qu'appelez-vous l'architecture? Oh, l'architecture, c'est la mise en ordre. La mise en ordre. C'est une mise en ordre du problème pris en considération. L'architecture, le mot architecture, architecte, c'est récent. Le monde s'en est passé pendant des millénaires. Maintenant, on a tellement d'architectes pour tout être obligés de protéger leur vocation. Eh bien, c'est peut-être très très bien. Mais enfin, vous me demandez où est l'architecture, j'ai dit elle est partout. J'ai senti que bâtir, c'est employer des matériaux, c'est se soumettre aux lois de la résistance, c'est inventer des moyens de vaincre la résistance des matériaux, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement là? Nous, on fait guide. Mais là c'est de la topographie, là, en fait, c'est de l'implantation. C'est de l'implantation avec les théodolites. À partir de ça, on a un point de base, et à partir de ça, on peut faire une implantation. C'est le labo génie énergétique. Nos élèves travaillent dans des pratiques.
Ça va faire là. Est-ce que c'est vendable? Est-ce que c'est vendable? Par exemple, dans le cas d'une horloge comme ça, là, il y a vraiment un travail de minutieux, là, il y a des définitions. Cette partie-là qui est brûlée encore par l'outil, qui va finir, il y a encore beaucoup de travail de ponçage. La partie du violon qui est à l'intérieur ici, c'est finir. Le panneau d'érable qui n'est pas encore été bien poncé, on leur demande un travail de professionnel. Dans une maison, il y a des toilettes. Laver les pieds. Je le fais vite. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les étapes de travaux doivent être respectées, toutes préparatoires, après, finition, c'est ce qu'on a dit depuis le début, protection des sols, nettoyage. Un exemple. Vous arrivez, vous peignez directement la barrière. Normalement, en deuxième année de CAP, vous devriez avoir la réflexion de vous dire, le patron ou l'enseignant m'a dit, va peindre la barrière. Vous devriez, vous, avoir la réflexion de vous dire, avant de la peindre, je vais l'épousseter, la poncer, vérifier s'il y a des trous à boucher et protéger les sols. Mais ça, c'est des choses que moi, je ne vais pas vous répéter à chaque fois. En première année, au début de la première année, c'est normal. Mais il va y arriver un moment, maintenant, où il faut faire capacité, preuve d'initiative. Et ça, je le note, l'initiative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous peignez une barrière, si vous la peignez bien, mais que vous n'avez pas fait les travaux préparatoires et les protections du sol, il y a au moins la moitié de la note qui va sauter. Hein. Mais nous, non. Nous, on est en enseignement, là. Je veux dire que tout le monde va nettoyer son matériel, c'est plus simple. T'as pas dormi cette nuit, t'es d'accord avec moi pour le nettoyage? Tu fais tout le temps. On va faire venir un employeur à 2 reprises pour noter ce que vous avez fait. Et lui, l'employeur, il va le voir s'il reste des gratons sous la peinture. L'employeur, il va le voir aussi si l'atelier est mal nettoyé, si c'est tout mal rangé, si les échafaudages sont mal montés, etc. Ok? Voilà, il a pas envie qu'on ait notre CAP. Donc si moi je veux mettre un 12 et que l'employeur il dit non, mettez un 8 parce qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait là, il n'a pas fait autre chose, j'aurais du mal à aller contre sa voix. Miguel et Adama. Vous allez là-bas? Vous allez. Et la peinture? Il y avait l'échafaudage? La peinture, c'est celle-ci, regarde. Là, moi, je vais me demander, moi. Vous prenez votre sol, vous prenez cette peinture, vous la remuez, et glissez-vous cette peinture. Ils préparent leur matériel pour leur chantier. Et ils vont monter sur leur chantier. Et après, on ira ensemble. Bon, vous deux, vous êtes où? Moi, je suis... allez-y doucement avec le White Spirit. Est-ce qu'il vous faut des chiffons? Non, c'est bon, on a tout. Vous êtes sûr? Elle est bien remuée, la peinture Doucement.
qu'il n'y en a pas beaucoup, lundi vous allez avoir du mal à travailler. Vous prenez Riffard, papier de verre, brosse à tester, et vous grattez, vous poncez la première couche de façon à ce qu'elle soit impeccable avant d'attaquer la deuxième couche. On est d'accord? Allez, je vous laisse faire. Pourquoi tu ferais pas tes joints là? Non, tu aurais pu pas. Non, si, mais continue, mais il y a d'autres carrages. Et alors, tu fais le carrage. Je sais pas c'est quel. Tu vas là-bas et tu cherches quand même. Ben, en fait, j'ai cassé le truc. En fait, t'as pour boucher en fait. Le joint? Ah, les joints. D'accord. Après, j'ai mis un deuxième. Donc tu mets au propre avant, quoi. Oui. En fait, ils ont repeint tout l'atelier en blanc. Tu vois. Tout ça, ça vient d'être repeint en travaux préparateurs et première couche. Et il nous reste les poutres, tu vois. D'accord, les Ouais, grandes Ils poutres. se sont arrêtés ici en fait. Mais si tu veux, j'avais un échafaudage roulant, mais je pense que c'est un OP qui a dû me le prendre en fait. C'est pour ça qu'il n'y est plus. D'accord. Lui et un autre élève aurait fait ça en fait. Donc là, je vais être obligé de me rabattre sur autre chose. D'accord. Je te laisse faire. Et donc là, ils ont fait la cloison, la peinture, tout. Voilà, cloison, notre porte en place, le petit retour en cloison, pose de plainte en carrelage, pose de plainte en bois. Là, il faut prendre une règle, Alexandre. Il faut prendre une règle avec un crayon, finir de tracer ici, comme il faut, peindre là. Là aussi. Idem. Même sur la machine là. Y compris là, oui. Voilà. Et ainsi de suite. On est d'accord? Regarde Alexandre. Vous voyez les tuyaux là-bas? Vous voyez pas quelque chose qui vous choque? Si. Ils auraient dû être quelle couleur normalement? Ils auraient dû être verts aussi. Jusqu'à? Hein? Jusqu'à où? Jusqu'à là. Bon. Voilà. Bon, mais tu as compris alors, c'est bon. Là. Là. Voilà. Ah là. Ouais, exactement. Ouais, mais moi, ça me choquait. Ouais, mais eux, ils n'ont pas fait attention. Je ne l'ai pas vu, moi, l'audio non plus. Là aussi, moi, il y a quelque chose qui me choque. Ah, là aussi. Hein? Ok. Sinon, ils ont bien travaillé. Je trouve qu'ils ont fait du joli travail. Ouais, mais... Donc, alors, je compte sur vous pour continuer. un beau champi. Bah, essaye de faire mieux. Là, regardez, là, il est bon. Alors, je prends aussi des plaintes. Samy, ce sont des premières années. Ah, mais là, je prends aussi des plaintes. Ouais, bien sûr. Parce que là, C'est que là, en fait, il a pas eu le temps de terminer. C'était Salvatore. Il n'a pas eu le temps de terminer, en fait, c'était le soir. Et il a fini son coin et il est parti. Donc, vous avez fait la peinture. Vous savez où sont vos rouleaux, vos pinceaux. Vous me demandez du wet spirit si besoin. Des chiffons. Des papiers pour protéger les sols. Et puis voilà. Je vous fais confiance. Pas de problème. Je passerai régulièrement voir si tout va bien. D'accord. Bah, on commence le chantier. C'est pour ça que ça... J'ai eu cette chance, c'est d'être parti il y a 20 ans, 21 ans, 22 ans, à travers les Balkans, l'Asie mineure, la Grèce et la Turquie, avec un sac sur le dos pendant 7 mois, et d'avoir vu à pied par toutes sortes de véhiculages possibles, l'architecture, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous mes yeux. Parfois il y a 20 ans, mais pendant des journées entières, il y avait des maisons, des fermes, des murs de clôture, des puits, des choses de toutes sortes, en bois, des baraques, ou des assemblages de pierres modestes, ou des plâtres. Et l'architecture était toujours là-dedans, quand il y était, bien entendu. C'est que la palissade me permet de dire que les architectures folkloriques qui ont mis des siècles à s'établir sont en général des porteurs d'architecture. Là, je crois. Ah, ça va mieux, moins mal. Tu veux appeler le 15?
et tu leur dis que il y a un monsieur s'est brûlé avec une cheminée sur une brûlure thermique, qu'on l'a mis souvent et que ça va mieux. Et qu'il faudrait qu'il vienne. Donc c'est une brûlure grave. Donc une fois qu'on l'a arrosé, qu'est-ce qu'on fait de la victime? On a alerté, donc c'est bien. On couvre la victime sauf la brûlure. Bon, on va dire qu'il est tombé dans cette position maintenant, d'accord? La tête est droite, et bien on va lui tenir la tête dans la position où elle est. Hein? Surtout ne pas lui bouger la tête. Donc c'est vous qui avez fait tous les murs là. Ouais. Eh ben bravo. Hein. Viens, les murs, les portes en gris, les cadres de porte. Là, il y a une salle qui est fermée qui a été faite aussi, entièrement. Donc l'intérieur de cette salle. Il y a eu aussi l'intérieur de la salle qui est là. Donc c'est la même salle que celle-ci et que je fais. D'accord. Pour ouvrir le fermer. Après, on a fait tout ça. Les escaliers. Alors, y compris la peinture du sol. Traçage des plaintes, etc. Les rampes. On s'arrête là. Voilà. Donc là, on fera pas de signalétique puisqu'on est au niveau du. On fait le bas du côté aussi. On devrait commencer par valoriser finalement le travail, les objectifs de leur travail, pour leur montrer que ce à quoi ils travaillent contribue à améliorer la vie quoi, des gens. Tout à fait. Il est arrivé Non mais rentrez. Hein. Oh, vous pouvez rentrer. Il est pas encore arrivé là. On attend moins 20, si à moins 20 il n'est pas là, on commence. Allez, part. Dis-moi, tu t'as bien travaillé, Alhamdoulilah. Si t'es sorti avec une moi, je suis un peu là, la peste. Ça va marquer. Les 10 à la seconde. Montez. Ah, tu sais, fais coucou, allez, les gars. Je suis la présidente départementale de la Croix-Rouge. Je tenais à vous remercier les uns et les autres pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez enjolivé nos locaux. Et puis, je reconnais que vous avez fait non seulement du beau et du bon travail, mais vous l'avez accompli dans la bonne humeur. Merci à tous. Merci. Il y a des mecs qui veulent parler. Ouais, c'est le temps, oui. Allez. C'est David. Moi, je trouve que c'était génial. Ouais. C'est mieux, Debout, je t'entendrai mieux. c'est mieux que les cabines, quoi. On n'a pas les murs. Non. Les portes. Les murs, les portes. Voilà, Donc sur deux niveaux. ouais, et on a lavé aussi. Et on a refait les escaliers. La façade aussi. La façade. Ouais, la façade dehors. 1200 mètres carrés. Monsieur Anzalone et moi, Merci. on organise ça, on fait des essais, mais sans de bonnes classes, on ne peut pas le faire. Donc on le fait parce qu'on a de bonnes classes. Et voilà, moi aussi, je tiens à vous remercier pour tout ça. Merci. Pour rien. Très bien, donc on applaudit. Je vais vous poser une question très difficile. Une question philosophique. Je me suis aperçu qu'en confiant mes émotions à un objectif, j'ai oublié de les faire passer par moi, ce qui était grave. Alors j'ai laissé tomber la caméra Kodak et j'ai pris mon crayon, mon carnet de poche. Et depuis, j'ai toujours dessiné n'importe où, n'importe quand, y compris le métro, n'importe où. Je dessine tout le temps pour noter, pour voir. Quand je vois, je note, j'inscris. Parce que quand c'est passé de ma main dans ma tête, c'est inscrit, ça y est. Tandis que si c'est passé de mon doigt qui pousse un petit bouton de caméra et que ça s'inscrit sur une pellicule, je ne suis pas entré dans le jeu. Il y a une différence entre les événements littéraires, les appréciations littéraires et les faits réels. Et ainsi de suite, ça a été tout le temps la même histoire, n'est-ce pas? C'est une œuvre qui date du XIIIe siècle
Et si on vous le montre, c'est que la représentation de l'espace est particulière et on ne le reverra pas dans les autres tableaux. Alors pour vous, comment est représenté l'espace ici? Alors un espace restreint, pourquoi? Parce qu'il y a peu de marge autour de personnage. Très bien, donc déjà on a un personnage qui est cadré, on peut utiliser le mot de cadrage, hein, ça ne se disait pas à l'époque, c'est pas grave. Et néanmoins, quand vous regardez ce qu'il y a autour d'elle, c'est un petit peu particulier, puisque l'espace est représenté comment? Doré. Doré. Ouais, est-ce que vous avez une idée? Cet espace, ça pourrait être quoi? La lumière. La lumière. La lumière de quoi? J'ai un peu donné la réponse là. La lumière de Dieu. Divine, la lumière de Dieu. Quelle est la grande différence entre les deux tableaux? Un paysage, un décor. Il y a un décor. C'est-à-dire que là-bas, vous avez un décor d'une certaine manière, hein, mais ce décor, il était, je vous l'ai dit, en dehors de notre monde. Là, vous avez un décor de quel type? Des plaines, des collines, donc on a un paysage que vous pouvez identifier. C'est le même monde que le nôtre. Il n'est pas très détaillé ici, hein. Vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de végétation, mais c'est un vrai espace. C'est le moment où on se met à rechercher dans la tradition philosophique, notamment, aussi dans la tradition antique, comment était le monde avant le christianisme. Le Saint Sébastien, il est un peu comme une statue grecque. Il est, d'ailleurs même, vous voyez, la manière dont il a les hanches un petit peu déplacées comme ça, c'est typique des statues grecques. Donc là, on a fait référence à Platon. À la Renaissance, c'est le moment où on se met à redécouvrir Aristote. Vous voyez que les montagnes, il va trouver un système qui est de dégrader la couleur des montagnes. Vous percevez ça? Et c'est justement la science qui le montre ça. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que l'atmosphère a tendance à décolorer la lumière. Son défaut parfait. Son défaut parfait. Donc il y a cette volonté de créer finalement une nature qui est plus belle que celle que qui a créée. Dieu. Quand vous regardez, on a l'impression que tout est tellement parfait. Regardez comment sont situées les choses au niveau des proportions. C'est linéaire. Alors c'est linéaire, c'est-à-dire que quand on regarde le tableau, au bout d'un moment on le voit apparaître, il a utilisé un système de plans, et ce système de plans, il ne fait pas ça comme ça, il ne prend pas son crayon et puis il installe des choses. En fait, ici, tout est calculé rigoureusement, et il utilise donc les mathématiques pour savoir où les plans, où les éléments vont être installés les uns par rapport aux autres. Si vous prenez par exemple le second plan, qui est celui-ci, et le troisième plan, c'est exactement, strictement le milieu du tableau. Si vous regardez le quatrième plan, c'est strictement les trois quarts, ou le quart, ça dépend si vous partez du haut et du bas. Si vous regardez par exemple cette pierre ici, d'ailleurs qui est intéressante parce qu'elle est triangulaire, il indique le milieu du tableau dans l'autre sens. C'est-à-dire que dessous, comme disait Fabienne, l'homme est ici, le peintre est presque au-delà de Dieu parce qu'il est capable d'utiliser les mathématiques pour contrôler le monde. C'est l'époque, peut-être vous en avez parlé en philosophie, de Descartes en France. C'est un peintre français. Et Descartes dit justement que le monde pourrait être réglé uniquement par les mathématiques. C'est un tableau, on peut même dire plus que politique, c'est un tableau de propagande, hein, puisque là tout est fait pour montrer la toute-puissance du roi de France. C'est Paris, c'est la Seine, et les bâtiments de droite, c'est le Louvre actuel, qui était à l'époque Château du Roi. C'est notamment pour vous montrer un autre type de représentation de l'espace, et pour rendre l'espace la représentation de la profondeur, on utilise donc le système d'une perspective à base de lignes. Vous allez essayer de retrouver à quel endroit convergent toutes les lignes. Vous connaissez le nom de l'endroit où convergent les lignes? On appelle ça un point de fuite. Alors ici il y a les toits des maisons qui font une ligne, les deux qui sont symétriques.
Les bords du pont, ils Et font, où est le point de fuite, alors ils font des lignes aussi qui atterrissent tous sur la tête du cheval. D'accord. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? La tour Eiffel. Bien. C'est la tour Eiffel. En plus, c'est pas sur le titre. Hein. Parce que là, vous voyez, il a triché la réalité. Non, c'est pas sur le titre. Donc c'est la tour Eiffel. Alors, si Robert Delaunay montre la tour Eiffel, c'est que c'est le symbole pour lui, vraiment, de la chose la plus moderne qui soit. La tour Eiffel est construite depuis une dizaine d'années. On soupçonne qu'il y a des rideaux. Alors déjà, ça reprend la forme de la tour Eiffel. Un petit peu comme là, finalement. Hein. Vous avez une sorte de mouvement aussi qui est indiqué par les formes, mais aussi par la couleur. Jusqu'à présent, les artistes avaient quand même un rôle de représenter de manière réaliste les choses. Le fait que la photographie le fait très bien, très vite et pas cher, fait que les artistes n'ont plus tellement avoir ce rôle à jouer, de représenter, et on va avoir du coup un autre type d'art qui va apparaître, tout ce que justement la photographie ne peut pas présenter. En mouvement. Oui. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est l'essence même du travail de Robert Delaunay. Pour lui, le moyen de montrer le monde moderne, c'était le mouvement. Bravo, ce que c'est rare. On a un peu du mal à imaginer ce que c'est que le début du XXe siècle. Vous avez les premiers avions qui circulent, les trains qui commencent à envahir toute la France, les premières voitures. Alors maintenant, quand vous allez sortir ici du musée, ça ne vous paraîtra pas bizarre de voir un tram, de voir des voitures, éventuellement de voir un avion ciel. Mais là, c'est vraiment le tout début de ce qu'on connaît bien aujourd'hui. Comment on voit du mouvement dans cet avion? Attendez, comme dans un prisme. Alors, quand vous regardez un prisme, vous connaissez tous le principe, c'est-à-dire qu'un prisme, il y a la lumière qui rentre d'un côté et vous avez l'arc-en-ciel déconstruit de l'autre côté. D'ailleurs, si vous regardez ici, vous n'avez que les couleurs d'arc-en-ciel. Il a enlevé le noir, il a enlevé le gris, il a enlevé toutes celles qui ne sont pas la lumière. Donc déjà, à base de petits triangles et avec toutes les couleurs d'arc-en-ciel, mais il y a autre chose, il y a une lecture. Très bien. Alors, je vais juste vous parler d'un exercice qui est intéressant à faire, vous le ferez si vous le souhaitez, mais pour comprendre mieux sa peinture. En fait, on s'était rendu compte à cette époque-là, et c'est la science qui l'indique, que quand vous regardez une couleur, imaginez que vous regardez quelqu'un vêtu de rouge. Pour votre cerveau, le rouge est une couleur extrêmement violente. Ou si vous regardez quelqu'un de noir sur un fond blanc, ça fait un contraste tellement fort que le cerveau passe son temps à rééquilibrer, parce que la nature n'aime pas le déséquilibre. Donc quand il y a un vide, il se remplit. Quand on regarde du rouge, le cerveau crée la couleur opposée. Et est-ce que vous savez quelle est la couleur opposée au rouge? Le vert. La couleur opposée au noir, le blanc. Donc à chaque couleur correspond une couleur opposée. Alors un petit jeu qui est intéressant, vous prenez un bout de papier rouge. Quand vous le regardez, vous ne savez pas que votre cerveau crée du vert, forcément, puisque c'est juste pour lui d'une certaine manière. Si vous enlevez le papier rouge, vous continuez de fixer l'endroit sur lequel il y avait ce papier rouge et vous allez avoir exactement la forme de votre papier. S'il était circulaire, vous verrez une forme ronde. S'il était carré, vous verrez une forme carrée. Et de la couleur opposée. Donc quand vous regardez un papier rouge, vous l'enlevez, vous verrez une lumière apparaître qui sera verte. Le monde moderne n'est que mouvement. Qu'est-ce que tu en penses, Moujane, de celui-là? Tout de suite à chaud. Baudot, ton avis sur celui-là là? La lumière, si vous revenez ce soir, il y aura plus de lumière de jour. Ce sera encore différent.
les artistes vont travailler sur cette notion d'espace. Je trouve que cette tête est très intéressante. C'est pas seulement la sculpture, mais c'est aussi l'espace d'exposition. Est-ce que vous voyez le point commun, justement, on peut leur demander, entre ce tableau et la sculpture? La lumière. C'est la lumière, hein? C'est la lumière, parce que en fait, même ça nous permet de remonter en deçà du tableau du Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque grecque, qu'est-ce qui prévalait? C'était pas la peinture, c'était la sculpture. Et la sculpture, comment on la voit? Et pourquoi on la voit? Parce qu'elle est éclairée par la lumière du soleil, ou bien une lumière que l'homme produit. Mais en tout état de cause, ici, justement, le noir, il ne peut être vu qu'en raison de la lumière. Or, tous les tableaux qu'on a vus depuis le Moyen-Âge jusqu'à celui-ci, ils sont tous comme éclairés de l'intérieur par l'art du peintre. Tandis qu'ici, c'en est terminé, justement. Et ce que ça permet de révéler, c'est l'opposition entre les éléments. Lumière d'un côté, matière de l'autre. Et on retrouve le noir du fond de la caverne et la révélation de la lumière naturelle. Mais là, il n'est plus question de Dieu ni d'homme, etc. Les choses sont telles qu'elles sont, de façon tout à fait brute. D'ailleurs, cet artiste ne considère pas son métier comme un artiste, un élu. Il dit lui-même qu'il est plus comme un artisan et que son travail, vous voyez, il fait ses outils, il fabrique la matière pour faire ses tableaux. C'est un travail très physique. D'ailleurs, vous ne serez pas loin d'imaginer la taille qu'il fait. C'est un géant, quelqu'un d'extrêmement costaud, extrêmement grand. Et quand on voit son travail, quand vous regardez les sillons qui sont laissés par les charrues, vous avez, si vous passez à midi ou le soir, le champ, il n'apparaîtra pas du tout de la même manière, parce que soit le soleil va aplatir les sillons, soit au contraire, il va les creuser, les sillons restent les mêmes, mais votre appréhension du monde, votre vision du monde change selon la lumière. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous êtes devant ou sur les côtés, le tableau, il n'apparaît pas du tout de la même manière. Ce tableau change en fonction de vous, et il change en fonction du temps, du climat, etc. J'ai fait l'étude théorique d'une ville contemporaine de 3 millions d'habitants, une étude complètement coordonnée et fondamentale dont toutes les bases sont valables, même aujourd'hui, dans l'urbanisme d'État moderne, dans toutes les villes. Soleil d'abord. Nord. L'Est et l'Ouest. Jamais l'appartement au nord. Les appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis, des terrains de sport, un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball. Puis, les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers et au-dessous des maisons, des chemins de promenade, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte, construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous entendez libérer la maîtresse de maison
de ces charges. Si vous faites une unité d'habitation sous forme de 350 maisonnettes disposées dans des jardins, vous n'arriverez pas à réaliser la synthèse et le synchronisme des opérations quotidiennes qui se font à l'intérieur d'une journée solaire de 24 heures. Mais si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres, d'une certaine manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes les distances, à économiser les distances, à les supprimer et à permettre la réalisation des fonctions qui s'opèrent et qui doivent s'opérer heure après heure, minute après minute, et qui constituent ce qu'on appelle la vie domestique. L'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, une orientation absolument optime pour chaque logis, pour chaque endroit du logis, puis ensuite d'avoir l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres des banlieues, et la verdure, phénomène également mis à disposition au pied même, autour même de la maison grâce au groupement. Malheureusement, depuis le 19e siècle, même un peu avant encore, on a introduit l'architecture comme un phénomène spécialisé, comme une spécialisation pour certains genres de la société, alors que l'architecture est l'émanation humaine fondamentale. Toute œuvre faite à l'échelle humaine constitue un maillon de la tradition. C'est que la tradition est faite de la chaîne de tous les maillons des événements révolutionnaires du passé successifs. Actuellement, le monde entier est couvert de pustules qui s'appellent les grandes villes, qui sont devenus des monstres, à la manière de New York ou de Londres, même de Paris maintenant, c'est-à-dire 5, 7, 8, 12 millions d'habitants, de la pure folie. Et ces gens ne trouvant au cœur des cités que des difficultés, du bruit, de la puanteur et du énervement, réalisent le sauve qui peut, comme ils ne peuvent plus circuler dans leur ville, ils disent autant sortir de ville, on a aussi vite fait d'aller à 40 km que d'aller à 5 km en ville. Les hommes essayent de courir après le soleil ou le soleil après eux, le rapport ne se fait pas, la journée devient extravagante. Mais c'est évident. Réinstaller dans la vie de la civilisation machiniste les conditions de nature qui ont été perturbées. Les conditions de nature, c'est soleil, espace, verdure, facteurs cosmiques, de nature cosmique, moyennant lesquels on peut vivre et sans lesquels on crève.